Bonjour, on se retrouve pour ma troisième vidéo liée à mon livre Le monde occulte des comic books qui est sorti le 23 mars 2016. Pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de faire un audio. Comme vous l'avez constaté, elle s'intitule Batman et le Mind Control. Ce sujet mérite des précisions, je m'arrêterai donc sur quelques détails afin d'expliquer au mieux certains éléments qui pourraient échapper à ceux qui ne connaissent absolument rien au Mind Control. Après une introduction, je diffuserai des extraits d'un long métrage animé de DC Comics et Warner Bros intitulé The Dark Knight Returns. Ce dessin animé est une adaptation directe d'une bande dessinée culte de l'industrie du comic book, publiée en 1986, qui s'intitule également The Dark Knight Returns. C'est Frank Miller qui est l'auteur de cette BD. C'est en faisant mes recherches sur l'industrie du comic book que j'ai compris que cette bande dessinée avait en quelque sorte révolutionné le monde des comics. D'ailleurs, Frank Miller avait déclaré avant la publication de sa bande dessinée qu'il allait faire de Batman un personnage révolutionnaire. Depuis sa création en 1939, la BD Batman a toujours publié des histoires plutôt sombres. Mais à partir des années 60, la franchise adopte un univers potache. Frank Miller brisa cette période comique et publia une bande dessinée sombre en renouant avec la jeunesse du personnage et apporta un souffle nouveau à Batman en faisant de ce dernier un être psychologiquement instable et surtout, il donna plus d'envergure au personnage de Bruce Wayne. Avant la publication de la bande dessinée de Miller en 1986, les auteurs se contentaient surtout de raconter les histoires de Batman. Le personnage de Bruce Wayne était peu présent, sa vie personnelle n'était presque pas abordée. J'ouvre ici une parenthèse pour dire que les quelques scènes dans lesquelles on voit Bruce Wayne dans les premiers numéros datant de la fin des années 30 sont même plutôt curieuses. Un exemple avec cette image sur laquelle les auteurs font dormir Bruce Wayne et son jeune acolyte Robin dans le même lit. La première phrase dit que cette matinée est une matinée banale dans la vie du millionnaire Bruce Wayne. Fallait-il comprendre que dans la tête des auteurs, ce personnage avait pour habitude de se réveiller à côté d'un jeune garçon. Cette référence pédophile fut utilisée en 1954 par le psychologue américain Frederick Wertham. Il publia un livre à charge contre les comic books, il pointait du doigt la violence et certaines références douteuses comme la pédophilie et l'homosexualité. Frederick Wertham avançait également que les comic books étaient la cause de la montée de la violence chez les jeunes. Son livre provoqua une chute des ventes de comic books. Cette anecdote plante le décor en ce qui concerne le personnage de Bruce Wayne. Même si le personnage est peu mis en avant à ses débuts, il est intéressant de noter que les auteurs nous proposent un millionnaire quelque peu pédophile. L'arrivée du jeune Robin dans la bande dessinée Batman lança une mode que l'industrie du comic book appelle les sidekicks. Ce sont des adolescents qui accompagnent les héros dans leurs aventures. Du début des années 40 jusqu'au milieu des années 60, tous les héros, que ce soit chez DC Comics ou chez Marvel, avaient un ou plusieurs adolescents qui combattaient à leur côté. La franchise Batman n'est pas la seule qui contient des références pédophiles, je vous cite un autre exemple tiré de mon livre, un comics publié en 1957 par Steve Ditko, qui s'intitule The Man Who Stepped Out of a Cloud, dans laquelle un alien humanoïde arrive sur Terre, séduit un jeune garçon par la parole et l'emmène sur sa planète peuplée uniquement par des hommes. J'aborde le thème de la pédophilie dans ma vidéo sur le Mind Control, car il faut savoir que ce sont deux pratiques qui se rencontrent, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Je ferme ici ma parenthèse pour revenir à Frank Miller et son comic book The Dark Knight Returns. Maintenant que nous savons que dès le départ les auteurs de Batman avaient fait de Bruce Wayne un pédophile, je peux maintenant expliquer les références douteuses introduites par Frank Miller. L'auteur fait des références claires au Mind Control dans The Dark Knight Returns, et ces éléments sont également présents dans le long métrage animé de DC Comics, dont vous verrez quelques extraits d'ici quelques secondes. Avant de vous diffuser ces extraits, je vais expliquer ce qu'est le Mind Control en diffusant un autre extrait d'un dessin animé. Cette fois ce sera un extrait des X-Men, comme quoi les auteurs de comic books semblent tous avoir les mêmes références, autant chez DC Comics que chez Marvel, qui nous sont présentés par la presse comme des concurrentes. Fox, what's going on? I think I may have found your answer. I have located records, a video journal of the experiments carried out here. Direct your attention to the overhead screens. Despite initial setbacks, all subjects are responding to the trauma conditioning. We will be able to reintegrate them into society with no memory that we conditioned them. When their covert services are needed, they will attack their target and then remember nothing. The key is to reach the subconscious mind. The subjects must be repeatedly exposed to a simulation of extreme emotional trauma. While using psychoactive chemicals, we flood the subjects' minds with false memories.
overwhelming them, breaking them down, making them controllable. The process seems to work best when based on actual life events. It's all a load of garbage. Our memories are some Chrome Dome science project. Look, Welcome. I cannot say I'm happy you four are here. Your presence indicates that you have discovered the truth about your memory therapy. The conditioning has failed. Dans ce court extrait, le docteur qui s'exprime explique clairement ce qu'est une victime qui a subi une programmation mentale et les techniques pour y arriver. Si vous êtes réticent au sujet du mind control, sachez que le gouvernement américain a reconnu que la CIA avait pratiqué des tests sur des patients non consentants entre les années 50 et 70. Il existe de nombreux éléments qui prouvent que ces programmes sont réels. D'ailleurs, il existe deux types de programmes, il faut que vous le sachiez, le projet MK Monarch et le projet MK Ultra. Pour le projet MK Ultra, c'est exactement ce que raconte le docteur dans l'extrait du dessin animé X-Men. Et pour le projet Monarch, c'est l'évolution du MK Ultra, dont voici une définition qui provient du site MK Police. Le projet Monarch peut en fait être décrit au mieux comme étant une œuvre structurée de dissociation de la personnalité avec une intégration d'éléments occultes et ésotériques ayant pour effet de compartimentaliser l'âme d'un sujet en de multiples personnalités grâce à des procédures systématiques et standardisées. Au cours de ce processus, un rituel satanique utilisant le mysticisme de la Kabbale est mis en œuvre dans le but de rattacher un démon ou un groupe particulier de démons à chacune des personnalités ainsi créées. Maintenant que j'ai expliqué le mind control, il faut savoir que de nombreux films contiennent des références au mind control. Alors bien souvent les réalisateurs et les auteurs de films pour l'industrie hollywoodienne font des héros de leur franchise des personnages qui ont été programmés. L'un des plus célèbres est Jason Bourne, l'auteur de ces romans qui avaient inspiré des films avait des liens avec la CIA, son père et lui-même auraient travaillé pour l'agence. L'industrie du divertissement fait régulièrement référence à ces techniques et à ces projets, car les milieux du cinéma, de la musique, du sport sont remplis de personnes programmées. Là aussi, il existe de nombreux témoignages de sportifs, acteurs, chanteurs ou chanteuses. Maintenant que j'ai planté le décor et que vous avez une idée globale de ce qu'est le mind control, je peux vous diffuser ces extraits du dessin animé. Alors l'histoire nous présente un Bruce Wayne vieillissant, il doit avoir une cinquantaine d'années, il a cessé d'être Batman et la ville de Gotham City sombre de plus en plus dans le chaos. C'est la manière dont Bruce Wayne redevient Batman qui est intéressante dans ce dessin animé et ce comic book. Frank Miller aurait pu se servir de la violence qui règne dans la ville pour inciter Bruce Wayne à enfiler à nouveau son costume, mais non. Vous verrez que c'est autre chose qui amènera le retour du personnage de Batman. C'est intéressant de noter que les auteurs de comics se débrouillent toujours pour faire référence à des horreurs, parce que le mind control n'est ni plus ni moins qu'une horreur. Bien souvent, ces références ne sont pas captées par les lecteurs. Les références au mind control que vous allez voir peuvent tout simplement passer pour des hommages à un autre dessin animé lui aussi, qui est bien connu pour ses références au mind control. Dans cet extrait, on voit le personnage de Bruce Wayne dans son manoir, qui appartient à sa richissime famille depuis des générations, à savoir que le mind control se pratique souvent chez les familles dites élitistes, comprenez par là que ce sont des familles régnantes, et que le mind control se pratique de génération en génération. Ensuite, nous voyons Bruce Wayne en train de faire un cauchemar. J'arrête un instant pour appuyer un détail dont il vous faudra vous souvenir. Dans ce passage, Bruce Wayne porte une moustache. Ce détail peut vous sembler complètement anodin pour le moment, mais il aura plus tard son importance. Dans son cauchemar, le personnage de Bruce Wayne se voit enfant dans les jardins du manoir qui appartient à sa famille. Il est en train de courir après un lapin blanc. On remarque sur cette scène les parents du jeune Bruce Wayne qui s'éloignent, puis on revient sur le jeune garçon qui court après ce lapin blanc. Puis on le voit chuter dans un trou et tomber dans une grotte. Cette grotte deviendra plus tard sa Batcave. Ensuite on voit cette hallucination, cette chauve-souris qui fait plus penser à l'apparition d'un démon qu'à une chauve-souris d'ailleurs, puis la scène s'arrête. Bruce Wayne se réveille de son cauchemar, il descend ensuite les escaliers qui mènent à sa Batcave. Ce cauchemar pousse Bruce Wayne à y retourner apparemment. On le voit découvrir le présentoir du costume de son jeune acolyte Robin qui est décédé. Dans un numéro de Batman, Robin est capturé par le Joker et battu à mort par ce dernier. Ensuite, on aperçoit Alfred, le majordome de la famille Wayne qui a élevé Bruce Wayne depuis la mort de ses parents. Il est réveillé par le millionnaire qui descend dans sa cave. Les personnages échangent quelques mots, puis le majordome va faire une remarque. Désolé de vous avoir réveillé. Monsieur s'est rasé la moustache? Vous voyez, Bruce Wayne se touche le visage et s'étonne d'être rasé. Donc la scène laisse clairement entendre que Bruce Wayne ne se souvient même pas s'être rasé la moustache.
C'est pourquoi je vous avais demandé de faire attention à ce détail au début de l'extrait. Le lien entre le mind control et ce détail dans cette scène, c'est le fait que Bruce Wayne ne se souvienne pas s'être rasé. En réalité, et c'est ce qu'explique Frank Miller en faisant des références, le personnage de Bruce Wayne est fragmenté. Il a deux personnalités, Bruce Wayne étant la première et Batman étant la seconde. Le lapin blanc est un des symboles utilisés pour faire référence au mind control. Il symbolise une échappatoire vers un monde fictif que l'enfant s'invente pour se dissocier afin d'échapper au mieux à des traumatismes physiques et psychologiques comme des tortures ou des viols. Le lapin blanc symbolise ce passage vers le monde fictif. Le lapin blanc apparaît, comme vous le savez très certainement, dans le roman du pédophile Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, qui a été adapté par Walt Disney pour le cinéma. Dans le dessin animé de Disney, le lapin blanc est aussi clairement utilisé pour symboliser ce passage vers un autre monde. Dans le film Matrix des frères Wachowski, le personnage de Neo, incarné par Keanu Reeves, reçoit un message lui demandant de suivre le lapin blanc. Ça symbolisera sa rencontre avec le personnage de Trinity qui mènera Neo vers le monde hors de la matrice. D'ailleurs, le film Matrix est en réalité un plagiat de la bande dessinée Les Invisibles, inventé par Grant Morrison, un occultiste et auteur de comic books. Donc Les Invisibles, à la base, était un comic book, c'est ce qui a donné naissance à la franchise des frères Wachowski. Et Grant Morrison déclarait qu'il avait écrit l'histoire de cette bande dessinée sous emprise démoniaque. Dans l'extrait suivant, le personnage de Bruce Wayne est assis dans son fauteuil, et il regarde la télévision, donc les informations parlent principalement de meurtre. Les images de meurtre semblent déclencher chez Bruce Wayne le souvenir du meurtre de ses parents. C'est en revivant presque ce souvenir que la seconde personnalité, à savoir Batman, va se manifester et s'adresser directement à Bruce Wayne, via une voix dans sa tête, lui faisant comprendre qu'il n'est pas assez fort et qu'il ne peut pas lutter contre cette autre personnalité qui semble gagner de plus en plus de terrain. Une personne programmée change de personnalité à l'aide d'un mot-clé, d'une phrase ou d'une image. Ce qui semble déclencher l'autre personnalité de Bruce Wayne, ce sont ces images violentes qu'il voit pendant le journal télévisé, et ce souvenir va le faire halluciner. Il va se voir dans sa propre télé et presque revivre le meurtre de ses parents, pendant que son autre personnalité s'adresse à lui. Donc la scène suivante laisse place au retour de Batman. Bruce Wayne étant programmé pour avoir deux personnalités, il n'a pas pu lutter contre le retour de Batman. Tous les éléments que j'ai précédemment cités, à savoir le lapin blanc, pendant le cauchemar de Bruce Wayne, le personnage qui n'a pas souvenir d'avoir rasé sa moustache juste après son cauchemar, et cette scène d'hallucination devant la télévision sont les éléments déclencheurs qui ont amené le retour de la seconde personnalité de Bruce Wayne, à savoir la personnalité de Batman. Suite à la publication de la bande dessinée de Frank Miller, le cinéma commence à s'intéresser à la franchise Batman. Dès le départ, le personnage devient le plus rentable des éditions DC Comics. C'est donc pas étonnant de voir qu'Hollywood porte autant d'intérêt à ce personnage. C'est Tim Burton qui fut choisi par la Warner Bros pour réaliser le film. Le réalisateur n'est pourtant pas fan de comic books, il avait accepté de tourner le film seulement parce que la bande dessinée de Frank Miller, plus sombre qu'à l'accoutumée, l'avait convaincu et inspiré. Michael Keaton fut choisi pour interpréter Batman. C'est Jack Nicholson qui a été choisi pour interpréter le rôle du Joker. Le dernier, Jack Nicholson, donc était fan du personnage qu'il incarnait depuis son enfance. Il a négocié avec la production un chèque de 60 millions de dollars et l'aménagement à l'avance de son temps de tournage pour pouvoir tourner dans le film. C'était ses conditions. Tim Burton dit que la bande dessinée de Frank Miller l'avait inspiré pour son film. Cependant, j'ai beau avoir comparé les deux œuvres, je n'y vois aucune similitude, hormis quelques références cachées dont sont friands les réalisateurs, et ces références concernent justement le mind control. Les seuls éléments qui lient The Dark Knight Returns de Frank Miller au film Batman de Tim Burton, c'est premièrement le Bruce Wayne psychologiquement instable, et deuxièmement les références au mind control que je vous diffuse ici. Vous pouvez voir que le cinéma que l'on voit dans la scène d'ouverture du film se nomme Monarch, et ce cinéma sera réutilisé plus tard par Burton dans la scène du meurtre des parents de Bruce Wayne. La famille sort d'une séance de cinéma, et c'est ce même cinéma, à savoir le Monarch, qui est utilisé. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la ville de Gotham City ne compte qu'un seul cinéma, et ce dernier se nomme Monarch, en tout cas dans la version de Tim Burton. Au sujet du Bruce Wayne instable et sous mind control, Michael Keaton avait révélé dans une interview que Tim Burton et lui-même avaient écrit le personnage de Bruce Wayne de telle façon qu'il entrait dans un état de transe avant d'enfiler son costume de Batman. Alors les scènes ont été tournées mais ne figurent pas dans le montage final. Malgré tout, ce détail est intéressant.
Même si les scènes ne sont pas présentes dans le film, il est important de noter que dans l'esprit du réalisateur Tim Burton, le personnage de Bruce Wayne entre en transe avant de mettre le costume de Batman, ce qui amène encore plus de poids à ma théorie selon laquelle les auteurs et réalisateurs ont fait de Bruce Wayne et de Batman un personnage sous mind control. Pour résumer, Tim Burton raconte s'être inspiré de la bande dessinée de Frank Miller publiée en 1986, mais aucune référence à The Dark Knight Returns ne se trouve dans son film, si ce n'est le Bruce Wayne instable et ses clins d'œil au mind control. Ce sont les seules similitudes entre l'œuvre de Miller et le film de Tim Burton. Ce n'est pas étonnant que Burton ait emprunté ces éléments, le réalisateur a un goût prononcé pour tout ce qui est sombre. Je vous ramène directement à la plupart, voire la quasi-totalité de ses films. Je rappelle au passage qu'il a également réalisé un film Alice au Pays des Merveilles qui est sorti dans les salles en 2010. Pour conclure brièvement, le personnage de Bruce Wayne était présenté au début des années 30 comme un pédophile. En 1986, les auteurs et DC Comics le présentent comme un esclave sous contrôle mental. Pour rappel, suite à la publication de cette bande dessinée, les autres auteurs se sont lâchés sur la franchise Batman. On apprend dans Batman Legend of the Dark Knight dans les années 90 que le héros masqué connaît parfaitement les rites maçonniques dont il se sert pour résoudre un crime commis dans la loge de la Nouvelle Aube. Dans un autre numéro intitulé Batman Scottish Connection, les auteurs rapporteront que la famille Wayne est d'origine d'Écosse. Dans cette histoire, Bruce Wayne se rend en Écosse pour résoudre une fois de plus un crime, cette fois commis sur un membre de sa famille. On y suit un rite funéraire maçonnique, puis Bruce Wayne lit et signe le pacte maçonnique de ses ancêtres. Donc société secrète, pédophilie et mind control sont introduits dans la vie de Bruce Wayne au fil des années par les différents auteurs de comic books. Dans les années 30, le personnage de Bruce Wayne était millionnaire. De nos jours, le personnage est multimilliardaire. Être millionnaire, ça ne suffisait plus. Bruce Wayne est un personnage qui a été violé, programmé, et qui viole les différents Robins qui croisent le chemin de Batman. C'est en tout cas ce que mettent en scène les auteurs de DC Comics. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que si vous n'avez pas lu le livre, cette vidéo vous donnera envie de le lire. Un lien qui mène vers le téléchargement du livre Le Monde Occulte des Comic Books se trouve dans la description de la vidéo.